Aussi été amené à être chef de projet dans le cadre de construction de bâtiments, d'installation électrique, voire même de développement d'emballage pour la grande distribution en relation avec les services marketing. Puis aussi dans des projets un petit peu sur l'échelle. Je vais vous parler essentiellement de l'OBIA métier, voilà, avec quelques éléments clés et un exemple qui concerne le service allemand. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est l'OBIA métier? On a parlé tout à l'heure d'OBIA projet. Alors, l'OBIA métier, c'est un espace d'animation. C'est clairement un espace d'animation. Pour un service, ou pour, quand je dis un service, ou une équipe d'experts. Parce que des fois, vous avez des services, en gros, qui sont constitués d'individus qui sont quasiment autonomes, mais qui ont une expertise propre. Donc, ça veut dire que cette animation, c'est pas forcément quelque chose qui va prendre qui va venir en plus de ce qui se fait déjà. Un manager qui a bien compris ça, ça veut dire qu'il va utiliser l'OBIA de son service pour manager de manière différente. C'est ça que ça veut dire. Idéalement, c'est ça. Alors, un lieu unique, ça suppose un lieu unique. Pourquoi unique? Tout simplement pour faciliter le management visuel, pour ne pas avoir des documents dispersés partout. Il s'agit de faciliter une animation liée à la réactivité. C'est-à-dire que, est-ce qu'en gros, ça fonctionne bien? Est-ce qu'au quotidien, ça marche bien? Est-ce que dans la semaine, on a fait ce qu'on avait fait pour réagir? Donc ça, c'est une première animation. Une deuxième animation doit être orientée comment on va faire du progrès. Alors, ça suppose d'utiliser des outils de résolution de problèmes. Alors, il y a des simples, des plus compliqués. Mais aussi un système de suggestion, parce que souvent, les gens ont de bonnes idées, elles sont sous-utilisées. Et aussi la capitalisation. Puisque quand même, la capitalisation, elle fait partie de l'animation du progrès. Il ne faut pas l'oublier. Alors évidemment, avec des méthodes comme le 8D, on a une structure très très fine dans comment on va capitaliser. Troisième animation que l'on trouve dans l'OBIA métier, c'est l'animation du développement des compétences individuelles, mais aussi de celles du service. Parce que c'est pas parce que vous avez plein d'individus super experts que l'efficacité du service est forcément garantie. Ça, c'est d'autant plus vrai quand vous avez dans un service des compétences différentes et complémentaires, que l'on doit bien avoir. Donc, un peu plus de détails sur un exemple de panneau pour animer l'activité et la réactivité dans un bureau d'études. Ça, c'est dans le secteur plutôt, je dirais, industrie automobile, où ils ont, par exemple, parmi les livrables, ils doivent déposer des brevets. Donc, l'indicateur, c'est combien avez-vous déposé de brevets. Et puis, ces brevets, ils vont les déposer suite à des recherches, mais qui sont orientés par rapport à des besoins précis. Donc on voit bien que les résultats sont quand même liés aussi à des choix en termes de R&D, des choix en termes de priorité, en termes de thématique. Et donc là-dessus aussi, on a une planification. Donc si la planification de mes recherches n'est pas bien faite, il y a des chances que je n'arrive pas à mes objectifs en termes de dépôt de brevet. Deuxième zone, pour animer je dirais, l'activité de ce bureau d'études, ils ont en route deux projets. Projet 1, projet 2. Donc là, sur ces projets, les acteurs du bureau d'études ont chacun à apporter quelque chose, donc on va suivre leur contribution. Et donc ça veut dire que derrière, on va aussi suivre les avances et les retards qui sont liés aux interfaces de ces deux projets. Parce que souvent la question qui se pose quand on fait du projet, oui mais attendez, on est en retard, mais on n'a pas reçu les informations dans les temps. Et par contre, il arrive que l'on reçoive certaines informations en avance, bien qu'on n'en ait pas besoin. Donc d'où l'importance de lier toujours des indicateurs de résultats, qui peuvent être le nombre de dépôts de brevets, ou qui peuvent être aussi la contribution de chacun, avec un certain nombre d'indicateurs de processus qui nous permettent de voir si ça se passe bien. Donc ici, l'indicateur de processus, ça va être le suivi des avances et des retards. Troisième partie, il s'agit du respect des délais et du budget de chaque livrable.
Et en particulier, dans ce cas-là, une chose qui est très sensible dans cette industrie, ce sont les modifications que vous avez en permanence qui arrivent. Hein? Donc évidemment, si vous avez plein de modifications qui arrivent en permanence, ben, vous allez avoir du mal à respecter vos délais et vos budgets, ou alors vous allez pénaliser la qualité du livrable final. Je passe rapidement. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de mise en place d'une OBIA métier dans un service achat. Le contexte du service achat, c'est qu'ils achètent de la sous-traitance pour des chantiers, donc plusieurs métiers. Ça peut être de la serrurerie, de l'électricité, de la conditionnée, etc. Mais aussi le câblage. Ils ont un client, des clients qui sont des conducteurs de travaux. Et donc ils étaient dans la situation où leur client dit écoutez, moi je peux faire bien mieux que vous. Hein. Parce qu'avant, les conducteurs, historiquement, c'est eux qui s'en occupaient. 50% du coût d'un ouvrage dans cette activité-là est lié à des coûts de prestations sous-traitées. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une forte pression sur le service achat pour justement acheter au meilleur prix. Et consulter de manière très très sérieuse. Facturation. La facturation du temps passé pour les consultations au chantier, hein, c'est-à-dire que dans cet exemple-là, on a une relation client-fournisseur interne dans lequel on facture le temps passé aux consultations sur, je dirais, le projet de construction. La prestation de l'acheteur est facturée au chantier. Ouais, voilà, exactement. Merci. Donc quelque part, vous voyez, les clients, ils ont tendance à dire, comment nous on peut faire mieux, je ne vois pas pourquoi en plus on imputerait à mon chantier des coûts de consultation pour finalement avoir pas forcément le service attendu. Ça, c'était un peu la situation de départ. Deuxième élément, il y avait des problèmes de qualité dans les prestations assurées par les sous-traitants. On avait aussi un problème de coût, c'est-à-dire que le service achat passait trop de temps à ces consultations. Et concernant les délais, 15% des tableaux comparatifs des offres des sous-traitants étaient transmis au chantier avec 1 à 3 semaines de retard. Ça veut dire que si je reçois des tableaux comparatifs trop tard, je vais prendre une décision trop tard, donc clairement ça va impacter directement mon chantier. Donc ça veut dire que, en plus, si vous avez des interactions entre les divers sous-traitants, dans la construction on se trouve dans cette situation-là, donc ça peut plomber énormément les délais. Et souvent, au final, on était dans la situation, on n'a pas encore choisi, moi j'ai besoin du sous-traitant dans 2 jours, c'est la galère. Ça, c'est les choses qui ont été rapportées. Donc, ce qu'on a aussi encore, c'est que des plus remarqués, ça c'est plutôt de nos observations, hein, les achats ne mesuraient pas leur performance, ils étaient rarement allés sur les chantiers. Ah oui, tiens, on achète des prestations de sous-traitants, et puis comment on va vérifier la qualité des prestations faites? Les rituels d'équipe étaient centrés essentiellement sur, je dirais, l'urgence immédiate. Donc pas d'amélioration continue, pas de prise de recul. Et en plus, aucune suggestion était émise pour améliorer. En tout cas, c'était la situation dans laquelle il fonctionnait. Alors, dans cette situation-là, on a mis en place une OBIA avec plusieurs panneaux. Ici, vous avez une partie de cette OBIA qui permet de suivre. On a découpé le processus de consultation en plusieurs étapes. Hein, donc ça permet pour chaque consultation de connaître parfaitement son avancement. Est-ce qu'on a transmis les spécifications? Est-ce qu'on a eu déjà un échange avec le sous-traitant? Est-ce que le sous-traitant s'est engagé à nous répondre ou pas? Parce que des fois, les sous-traitants, on les consulte, on n'a pas de réponse, etc.
etc. Donc ça permet de mettre vraiment sous contrôle tout le processus de consultation. Alors, avec évidemment des points durs, et puis aussi, à travers ces points durs, par exemple, l'animation du retour d'expérience avec la mise à jour de checklist, si c'est vraiment utile, quand c'est pertinent. Bien sûr, des indicateurs de performance, classiques, qualité, délai, mais aussi prestations. L'animation hebdomadaire était suffisante, enfin en tout cas la fréquence choisie convenait. Toujours, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'animation, elle doit permettre de voir les écarts de performance, c'est-à-dire que le suivi de ces indicateurs nous permet de détecter des écarts. Et donc un écart est un problème est un sujet à analyser. Il s'agit de comprendre pourquoi on a cet écart. Si on veut capitaliser de l'expérience, encore faut-il la construire. La construction de la connaissance liée aux écarts est vraiment importante. Gardez en tête que l'outil de base dans, je dirais, c'est par exemple les 5 pourquoi. Il y a plein d'outils mais pour faire de la résolution de problèmes, mais l'outil de base, c'est déjà les 5 pourquoi. Donc je vous invite à demander à vos équipes combien de fois ils les utilisent par jour, par exemple. Rédiger des plans d'action et revoir régulièrement les plans d'action. Alors un point important ici, c'est vraiment d'avoir des plans d'action très spécifiques. Que ça soit qu'on soit dans les projets industriels, dans des projets de logistique, dans des projets de marketing, le travail des projets se fait sur des livrables totalement abstraits. On est sur de l'information. Donc ça veut dire que si vous avez des plans d'action qui ne sont pas très très spécifiques, les actions qui sont demandées, les problématiques, ne sont pas comprises de la même manière par tous les acteurs. Il m'est arrivé dans certaines missions de demander à ce que lors d'une mise à jour de checklist, une mise à jour de checklist, ce n'est pas une ligne de plan d'action. Il va y en avoir 6. Parce que non seulement il s'agit de mettre à jour la checklist, deuxièmement, il s'agit de désigner qui va passer les checklists à tous les interlocuteurs, donc on va les lister. Et puis après, on va vérifier effectivement si, lors de la première utilisation supposée, elle est bien utilisée. Et tant qu'on n'arrive pas à ce niveau de spécificité, on a toujours des problèmes d'incompréhension. Alors quand j'étais un peu plus jeune, ça me semblait totalement inutile. Mais force est de constater que c'est indispensable. Et donc, à ce moment-là, la capitalisation des bonnes pratiques devient une évidence. Alors, quelques principes de lean management qui ont été mis en œuvre dans cette mission. On a, par exemple, redéfini la valeur attendue par le client interne. Ici, c'était le chantier, le projet. Par exemple, la rapidité d'intervention des sous-traitants, c'est un point clé. La formation des équipes sous-traitantes au respect des consignes de sécurité. Ah bah oui, tiens, ça c'est super important. Et ça, c'est la valeur attendue par le client final sur le chantier. Le chef de chantier, il attend ces choses-là et elles sont fondamentales. Parce que si vous avez un chantier qui est bloqué pour un problème de sécurité par l'inspection du travail, vous ne tenez pas vos délais. Un nouvel équilibre entre l'expertise des acheteurs et leur relation avec les chefs de chantier. En particulier, une évaluation factuelle des sous-traitants par les acheteurs qui vont aussi sur les chantiers. En particulier quand on a de nouveaux prestataires. Une augmentation du niveau de compétence des acheteurs par un approfondissement de la connaissance de chaque corps de métier des sous-traitants et de leur interaction en cours de chantier. Certains corps de métier sont très techniques. Quand vous achetez de l'air conditionné, de l'électricité, des courants faibles, c'est extrêmement technique. Mais il est important dans un service achat de développer de la polyvalence. Parce que déjà, il y a des gens qui prennent des congés. Et puis aussi,
Si on a par exemple de la clim, ça suppose qu'on doit mettre en place des tuyauteries.